j'espère que vous allez bien, les Vanuiti. Je fais cet enregistrement, je suis dans la nature. Il y a le hibou qui faisait coucou, il s'est arrêté quand j'ai mis l'enregistrement. Il y a une libellule face à moi qui s'est envolée. J'ai vu des papillons, comme dans la chanson de Yann Tiersen, des papillons bleus, 4. Et je pense que les canards sont en train de se chamailler. On commence l'initiation Manuiti. Donc, l'initiation et la certification Manuiti a l'objectif de vous accompagner dans les pratiques d'harmonisation énergétique au quotidien. Et c'est vraiment de veiller alors à son équilibre personnel, bien sûr son équilibre énergétique personnel. Et l'équilibre énergétique personnel, il est affecté par plusieurs éléments. Les premiers, ce sont ceux sur lesquels on a un pouvoir, le sommeil, la lumière, le lien avec la nature. Le lien avec la nature, on mange, donc nos repas. Les personnes avec qui on a une interaction. Le mouvement que l'on a dans la journée. Donc, par exemple, si on part pour travailler, qu'on revient pour travailler, qu'on prend des mouvements, que ce soit en voiture, qui peut être plus préservé au niveau énergétique, mais peut-être plus en tension parce que conduite. Train, moins préservé énergétique, mais moins en tension parce que conduite, par exemple. Il y a vraiment aussi la manière dont on regarde ce qui nous arrive, donc nos pensées. Et on est clair qu'elles sont, elles vont varier, là aussi en fonction des interactions et des événements. Et il est difficile de garder une pensée, je pense, j'ai cette mémoire qui me surgit quand je vous dis ça, de Vipassana, et equanimity, hein, je ne sais pas comment on peut le dire en français. J'ai cette idée de régularité de la pensée qui est un bel, alors je dirais objectif, mais aussi un bel idéal, car la pensée fluctue et en fonction de notre niveau de confiance, notre niveau énergétique, donc qui a été régulé ou dérégulé par ce que l'on a vécu, va avoir un impact. Nos pensées sont clairement à la fois créatrices et limitantes. J'ai dit toujours, et c'est un de mes, j'ai envie de dire, apprentis maîtres, parce que c'était un petit peu les deux, on apprenait ensemble et j'avais de la sagesse en réception de ce que j'écoutais de la personne et je lui ai aussi beaucoup appris. Alors c'est une femme, elle s'appelle Michel, qui me dit, on discutait de quand on avait des mauvaises pensées, surtout là aussi, alors ça va être les éléments extérieurs, mais en fonction de comment on a été élevé, on peut être plus ou moins enclin à garder des bonnes pensées ou des mauvaises pensées. Et elle me disait, quand tu as des mauvaises pensées, rétablis-les tout de suite par une pensée. Et cette idée de une pensée bienveillante vaut plus que 10 pensées malveillantes. De manière mathématique, quand j'ai une bonne pensée, je me mets dans une vibration plus haute, plus d'amour que une mauvaise pensée. Et c'est une manière là aussi de penser de visualiser, pas penser, la hiérarchie des émotions, la hiérarchie des sentiments et la hiérarchie des pensées. Et de se dire que oui, il y a des hiérarchies et notre objectif, c'est pas d'être saint, même s'il y en a qui y arrivent très bien et tout le temps, c'est d'essayer de faire du mieux qu'on peut. Alors je vais revenir sur cette différence entre émotion, pensée et émotion, sentiment, pensée. L'émotion, ça nous traverse, c'est la lune, hein, ça nous traverse. Et donc avoir des émotions où on se sent coupable, déprimé, en colère, le but c'est plus on le fait traverser possible, plus ça part. Et donc de rester dans le sentiment, ça c'est ce qui dure, les sentiments ça dure. L'émotion c'est être amoureux, le sentiment c'est aimer. Et la pensée c'est savoir ce que c'est d'aimer. Et aimer dans la gentillesse, la tendresse, la patience, la persévérance, la durabilité, la compassion. Voilà, donc c'est vraiment des différences Maintenant, je me suis un peu écartée du sujet pour recentrer sur l'enseignement
mais c'est important de le dire, donc on laisse, hein, recentrer sur l'enseignement de ce qui fait mon niveau énergétique et que je peux, entre guillemets, gérer, pas contrôler. Contrôler, c'est... Déjà, je ne suis pas dans le lâcher-prise. C'est, au contraire, j'essaie d'exercer une autorité. Et l'objectif est de laisser, de gérer, avoir une compétence de gestion. Donc ça, c'est ce qui est intérieur. C'est ce qu'on peut vraiment, nous, gérer, traverser. Je vous disais la relation à la nature. Là, j'entends par exemple la relation à la respiration. Un grand outil de gestion de son niveau énergétique qui est intérieur sur lequel on peut agir, c'est de prendre le temps de respirer. Et la nature est une vraie salvatrice. Je me mets en nature. Je viens de lire un article sur l'importance de l'équilibre physique, psychique, émotionnel en allant en forêt. Et donc l'importance des bains de forêt. L'eau, l'importance de l'eau, l'importance de la terre, de marcher dans la terre. Tous les éléments qui vont nous aider en fait à nous réorienter dans notre corps et tout simplement à prendre le temps de respirer. Et si je viens sur la notion de se nourrir de temps, de silence, de cette nature généreuse qui nous veut du bien. Maintenant, il y a les éléments extérieurs. Ce qui est, là aussi, on n'a aucun contrôle dessus. C'est ce qui survient comme un révélateur de ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y a à la fois ce qui est bâti, donc je vous dis c'est les héritiers, et c'est pour ça, pour moi, il y a des personnes qui sont plus aptes au bonheur que d'autres en fonction de ce qu'elles ont reçu, notamment de la part de leur famille. Et c'est pas, c'est comme ça, c'est très bien. Certaines personnes débarquent dans des familles ce qu'on va appeler les familles dysfonctionnelles, où les parents ont des traumas, où il y a des blessures, des traumas, des violences, des crimes. Et bien sûr, si on vient s'incarner dans cette famille, c'est pour apprendre la résilience, la force. Au contraire de quand on vient naître dans une famille aimante, bienveillante, dans la compassion, dans l'intelligence émotionnelle, je dirais, et relationnelle, dans le bien-être, alors qui peut être à la fois seulement, par exemple, émotionnel, mais pas matériel, qui peut être, je dirais, le combo gagnant, une certaine forme d'abondance, une certaine forme de relation, une relation saine, des relations saines, des émotions saines. Et en fait, le but souvent de ces incarnations, c'est d'être confronté à d'autres formes d'expériences pendant la vie. Soit par exemple être guide, soit justement vivre des effondrements et de s'apercevoir qu'il existe d'autres formes de réalité. Soit juste de profiter, chacun, on en revient sur pour moi les personnes qui viennent de familles dysfonctionnelles, elles viennent vraiment incarner un retour à l'amour, comme Marianne Williamson a écrit le livre, et un retour à son identité, et probablement aussi à une mission qui se présente quand le travail a été fait. Donc ça, c'est vraiment de réaliser que ce bagage, et là qui est extérieur puisqu'il vient de notre famille, a un impact sur notre capacité de penser. Je reviens sur l'élément pensée, et du coup, émotion, sentiment aussi. Ce qui va aussi influencer, c'est la société dans laquelle on est né. Il est parfois plus facile en tant que... Alors je vais donner un exemple très personnel, mais c'est une manière de l'illustrer, d'être femme blanche, blonde dans une société américaine que dans une société indienne ou arabe, tout simplement parce que le statut de la femme n'est pas le même. Et donc de vivre une société où les droits, par exemple, de la femme ne sont pas les mêmes, c'est une manière là aussi de se positionner sur l'expérience que l'on vit. La couleur dans notre société, on sait très bien qu'il y a une forme de domination, alors qui est remise en question aujourd'hui par la couleur, qui a été cyclique. La couleur noire, la couleur café, la couleur blanche, la couleur jaune, avec des cycles de domination et d'esclavagisme. Je dis souvent, je ne suis pas la première à le dire, ni la dernière, les sociétés qui ont été les plus esclavagistes au monde, ce sont les sociétés de race noire. Donc c'est là encore un rapport à qu'est-ce que ça représente le pouvoir. Donc de s'incarner homme ou femme, c'est pas non plus le même... Donc on a l'impression que tout ceci, on ne l'a pas décidé.
Alors est-ce qu'on l'a décidé parce que c'est notre chemin d'âme? Est-ce qu'on l'a pas décidé qu'on nous l'impose pour apprendre quelque chose? C'est comme ça. Donc tout ça, ce sont des éléments extérieurs. Après, il y a les éléments extérieurs de ce qu'on va appeler la tour, ce qui survient pour justement nous enseigner. Donc, alors, par exemple, des personnes qui vont arriver dans notre vie. Alors, est-ce qu'il y a des hasards, est-ce qu'il n'y a pas de hasard, ou est-ce que c'est une déprogrammation du système? Moi, parfois, je pense qu'il y a des bugs dans le système informatique, donc il doit y avoir aussi des bugs dans ce que l'on vit. Il y a des choses qui ne sont pas censées arriver, puis il y a bug du système, et ben ça nous arrive. Et c'est complètement indépendant de nous. Et si ça nous arrive, ben on va pouvoir en faire un tissage de l'unité de notre récit, mais c'était peut-être pas prévu. Parce qu'il y a des bugs dans un système informatique. Il y a des bugs dans le système de la création de l'univers. A priori, certaines théories nous expliquent que la création de l'univers, bah, c'est un bug, c'est un dysfonctionnement qui a donné la création de l'univers. Donc pour moi, je crois qu'il y a des événements qui arrivent et qui ne sont pas programmés par ce fameux contrat d'âme où on serait venu expérimenter des choses. Il y a vraiment des choses qui arrivent, c'est l'erreur. Voilà. C'est comme la tarte tatin. Je trouve ça mignon comme exemple. C'était une tarte qui est ratée, ben on la renverse, on la caramélise et ça devient dessert. C'est les dysfonctionnements du système qui permettent la création et l'innovation et de l'adaptation. S'ils arrivent et qu'on n'en avait pas conscience qu'ils allaient arriver, c'est pour justement permettre de créer quelque chose de nouveau. Donc c'est intéressant, mais ça, ouais, quand on me dit rien n'arrive par hasard, je dis oui, rien n'arrive par hasard parce qu'on l'a peut-être programmé, mais il y a aussi des choses qui arrivent par hasard et c'est là où on est créateur. Donc tout ça, ça va avoir une influence en fait sur notre pratique d'harmonisation énergétique. Tout ceci va nourrir nos pratiques d'harmonisation énergétique. Et c'est là où, quand j'ai appris personnellement le soin énergétique, quand j'ai appris le monde du chamanisme, même si on ne peut pas vraiment apprendre le monde du chamanisme parce qu'il est tellement riche en ancestralité et même en modernité, que c'est un enseignement très dense. En tout cas, quand je suis rentrée dans ce monde, je l'ai vraiment vécu comme des mondes à part de mon quotidien. J'ai échangé là avec quelqu'un qui va m'accompagner pour la mise en visibilité, yes. Et il me parlait de l'aspect folklorique du chamanisme, comment il a été rangé dans le folklore. Toute l'histoire du chamanisme, et notamment le mana, va exprimer ça, qui a été diabolisé. Je raconte souvent que quand j'ai commencé à faire des entretiens sur le mana avec des personnalités publiques ou personnalités privées, certaines m'ont dit mais tu parles du diable. Et il y a des articles qui expliquent que le mana a été diabolisé pour notamment permettre la conversion à la religion chrétienne, puisque c'était à la fois pour les protestants et les catholiques. Et aujourd'hui, les différentes, on va dire, églises adventistes, les mormons, etc., témoins de Jéhovah qui sont très présents en Polynésie. Ce qui est intéressant, c'est de se dire c'est un monde à part entière, c'est un monde riche et qui nous enseigne quoi? Que en fait, le monde invisible est tout le temps à côté de nous. Et donc, moi qui venais d'une société qui a divisé, qui a diabolisé, qui a séparé les pratiques énergétiques du quotidien, comment je refais un pont? Et je dirais que j'ai eu la vision idéaliste de me dire je pourrais faire des ponts. Et je pense là à Corinne Sambrin, qui était donc journaliste, qui travaillait pour notamment National Geographic, qui était aussi musicologue et qui se retrouve après le décès de son... Alors pour moi c'est une compagne, hein, mais peut-être parce que j'y vois une énergie féminine, ça la regarde, j'ai envie de dire, en tout cas de son être cher, qui se retrouve complètement paumé et qui rencontre un chaman qui va au Pérou, fait de l'ayahuasca, pour comprendre qu'en fait la personne est toujours là sous une autre forme, et ensuite en Mongolie. Et qu'est-ce qu'elle fait, Corinne Sambrin, que j'ai vraiment essayé de créer moi aussi, c'est de remettre son cerveau à la science pour prouver. Et en fait moi on m'a dit non, c'est pas ton chemin, tu as déjà prouvé en tant que docteur. Et justement c'est de montrer qu'on peut rester scientifique dans la preuve rationnelle, ancrée, en étant chaman, sans chercher à apporter des preuves, si ce n'est la preuve de l'enseignement, de l'intégration du chamanisme. Parce que Corinne Sambrin, par exemple, ne fait pas de soins énergétiques. Elle a vraiment porté la sensibilité et la sensibilisation à ce que c'est le chamanisme. Mais voilà, avec un film, des livres et un film, notamment, pour moi, c'est là où ça atteint un niveau très grand public, un monde plus grand, et qui a
a l'atout et le désatout, ça se dit pas, de montrer une expérience de transformation, mais qui va rentrer. Et ça, c'est des anthropologues, notamment Charles. Ah, je vois sa tête et j'oublie son nom. Oh mon Dieu, c'est pas grave. Un anthropologue français connu. C'est pas celui qui a la chair, c'est pas Descola, c'est un autre. Ivanov, je sais plus, bon, c'est pas grave, on lâche. Qui lui nous parle notamment de la représentation du chaman dans les documentaires et dans les films, et finalement le travail de Corinne Sambrin reprend un petit peu le stéréotype de tout ça. Et ce qui est très fort chez Corinne Sambrin, c'est qu'elle en a fait donc un outil pour les universités, pour les hôpitaux, et qu'elle a sa propre chair. Donc elle est passée par la science. Aujourd'hui, pour moi, l'importance de passer par le quotidien, c'est notamment dans nos sociétés, on va dire, occidentales, qui ont coupé le lien, de retrouver le lien, j'aurais envie de dire, de normaliser le sacré. Parce que ce sont des pratiques sacrées, ce sont des pratiques qui ont des codes, et ce sont des pratiques qui ne sont pas que du ressenti. Je vais me mettre une grosse... Et c'est bien pour ça que j'ai mis en place la certification. C'est pour arrêter de faire croire que ce sont des pratiques qui sont accessibles à tout le monde, à n'importe quel moment, et qu'on peut le faire comme on veut. Non, et je l'ai très vite vu et su, tout simplement parce que la pratique polynésienne vous l'enseigne comme telle. Elle vous a dit tout de suite, on ne joue pas avec ça parce que c'est pono, parce que c'est sacré. Et ça veut dire qu'on resacralise son quotidien, et ça veut aussi dire qu'on comprend sa place. Je vous parlais de la hiérarchie des émotions ou des fréquences. Oui, il y a une hiérarchie, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et on appartient à une hiérarchie. Et on peut monter, entre guillemets, dans la hiérarchie si c'est ça qu'on souhaite, dans notre expérience, grandir dans l'enseignement sacré, dans la pratique sacrée, pour déjà mieux guider, mais aussi, j'ai envie de dire, mieux s'aimer, et mieux se connecter à ce qui est l'essence pour moi de la pratique d'harmonisation énergétique, donc ce à quoi participe Manoïti, le collectif. Beaucoup de personnes, quand elles me posent des questions, alors c'est souvent mes proches, parce que sinon, je pense que si vous êtes là, c'est que vous savez que je ne prends pas trop la parole et j'essaie de changer, on est en plein changement par rapport à ça. Je vais essayer de prendre la parole plus de manière publique. Sinon, on ne peut pas être maître. Oma, c'est fini. Caprice, c'est fini. Ouais, mais je veux bien finir, partir, mourir et vivre sur une autre planète. Enlevez-moi donc cette incarnation. Calimero. On parle souvent de la société qui se présente. Il y a plusieurs scénarios, sinon ce serait... En fait, c'est important de nous dire qu'on a un libre arbitre. Et on a un libre arbitre par rapport à la manière de traverser ce qui nous attend. Ce qui nous attend, je pense que c'est écrit. Et dans ce qui nous attend, c'est aussi projeté, si on revient sur les projections. Donc si c'est projeté, c'est une participation à l'écriture. Et ce qui participe aujourd'hui beaucoup à l'écriture de ce qui se passe dans notre société actuellement, ce sont les discours, je dirais, IA, qui viennent des fables informatiques et des fables médiatiques sur la fin du monde. Et ce serait une aliénation du cerveau pour le robot, mais une forme de humanisation du robot, donc un robot qui pense, un robot qui aime, un robot qui a une âme. Bon, c'est un peu effrayant. Ça a un gros avantage, ce récit, c'est si on perd toutes nos ressources, on gardera la mémoire, ce qui est clairement une possibilité. Et on serait comme les dinosaures en tant que race humaine, où on va revivre sous une autre forme d'humanité, ce qui est aussi un des scénarios. On serait donc en 5e humanité, on va faire notre propre destruction et on va renaître sous une autre forme, qui est la métaphore et l'allégorie du scorpion ou du phénix. L'autre scénario que personnellement je préfère et que je vois, et là encore Manoïti participe à ça, c'est alors une forme d'apocalypse, ça c'est sûr, et une forme d'apocalypse que je verrais plus sur un shutdown, parce qu'on aura l'intelligence de comprendre que nos ressources, pour nous, mises à disposition par la planète Terre, sont limitées, ou qu'on a enfin décidé de travailler avec la planète Terre et les ressources pour respecter les besoins des êtres vivants. Donc on travaille main dans la main, donc ça veut dire être en télépathie avec Gaïa, être en concertation avec Gaïa, avec les éléments vivants. C'est vu dans des... Moi, ça me fait penser à une publicité, je ne sais plus si c'est Apple ou quelle marque qui dit ça, c'est
on invente un nouveau logiciel et en fait on invite planète Terre et les éléments autour de la table. Il y a aussi les animaux, j'aurais envie de dire, il y a aussi les énergies. Mais c'est l'idée. Et cet apocalypse amène à un shutdown d'un certain nombre d'illusions, et notamment de consommation d'illusions, dont les médias font partie, dont l'IA fait partie. Et en fait, on limite nos ressources d'utilisation de ces outils-là. Ça ne veut pas dire qu'on les interdit, parce qu'on aurait une forme d'utilisation de ces outils pour nourrir notre besoin de storytelling, parce que tout ça, c'est du storytelling. Mais on retrouve aussi des formes de sociabilité beaucoup plus ritualisées, donc une rencontre avec ce qui est ancestral, les rituels de transmission autour de l'arbre à palabre, les rituels de pratiques sportives ensemble, les rituels de construction à une œuvre collective, une œuvre d'art collective auquel chacun participe selon des périodes, et surtout un développement et un temps de développement des capacités et de pratique des capacités alors télépathiques, téléportation au sens réel du terme. Je me téléporte dans différents endroits pour aller nettoyer les énergies avec les personnes qui sont physiquement présentes. Les pratiques d'harmonisation énergétique, donc je participe au bien-être de la planète Terre, et les pratiques physiques de régénération à la fois de la planète Terre, des humains et des vivants. Donc c'est une société qui est beaucoup plus lente, beaucoup plus, d'une certaine manière, rudimentaire, c'est-à-dire qu'on a vraiment tous nos habitats, toute notre manière de vivre est fait d'éléments naturels, donc on retrouve une forme de médiévalité. Par contre, avec des technologies qui sont utilisées dans leur plus grande capacité innovante pour certaines fonctions. Et bien sûr, la guerre est finie. Donc ça donne une pratique de communauté très belle. Et ça, c'est voilà. Il y a un médium qui est, je crois, allemand, je ne sais plus son nom. J'avais lu en fait sa vision et je m'étais dit, bah, c'est ça moi que je vois. Alors bien sûr, je préférerais que la vision, on détruit la planète pour aller sur Saturne, comme dans Interstellar par exemple, même si c'est un beau culte de l'innovation. On régénère, alors ça va à la rencontre, hein, on régénère nos innovations pour permettre le renouvellement perpétuel de nos technologies, et par exemple l'eau à l'infini, l'énergie à l'infini, qui va permettre en fait de jamais remettre en question notre système de consommation, mais qui va quand même amener à une robotisation, notamment de toutes nos fonctions de travail, et nous amener à voilà, une disparition personnelle derrière la télé, les réseaux sociaux, donc une virtualisation de qui on est, pour justement permettre cette innovation. Parce que si on est humain, complètement humain, on serait trop consommateur. Un film qui parle de ça, c'est un film sur le karma avec Tom Hanks, Alberi, je ne sais plus son nom, et qui montre un petit peu cette allégorie de... Mais c'est dans Matrix. Donc quand je vous dis qu'il y a beaucoup de discours des médias qui ont préparé à ça, qui programment cette manière-là, c'est pour nous amener à ça. Bon, voilà, c'est des récits, hein, mais les récits font partie de nos croyances, et les croyances déterminent notre libre arbitre et notre fonction. Puis bien sûr, le scénario du pire, c'est le scénario qui voit la destruction de la planète Terre par la haine, les guerres, les émeutes, une nucléarisation, donc à un moment quelque chose de nucléaire, en tout cas de destructeur, ce serait la symbolique, détruit toute une partie de la planète. Un virus détruit toute une partie de la planète, donc on diminue le nombre d'humains sur Terre de manière drastique pour qu'une certaine poignée de personnes restent sur Terre et va reconstruire une humanité, puisque ça aura permis d'effacer la mémoire et de recréer une humanité. Et ça, ce serait pour moi la rupture, notamment qu'on a en récit, de ce qu'on nous dit sur les Atlantes, ce qu'on nous dit sur la Lémurie, ou ce qui serait passé entre 14 000 et 16 000, l'ère glaciaire. Voilà, c'est pas une météorite qui nous détruit, ça pourrait aussi être une option. Armageddon, le retour. On a Bruce Willis, alors le pauvre il est en train de partir je crois, qui nous sauve. Non, c'est Ben Affleck qui nous sauve. Affleck, ouais c'est ça, Affleck, qui nous sauve. Donc oui, pourquoi pas, c'est peut-être aussi ça, comme les dinosaures. Comme ça, pareil. Mais dans tous les cas, c'est un effacement de la mémoire pour recommencer une nouvelle humanité, parce que celle-ci est trop dépravée et surtout trop stupide pour veiller à sa propre survie. L'autre scénario
qui est mis en place avec la robotisation, elle est quand même importante, c'est la décroissance naturelle de notre fécondité, et c'est en train d'arriver, mais aussi de notre taux de mortalité, et ça aussi c'est en train d'arriver, du fait de la pollution de l'alimentation, de l'air, etc. Donc on rebaisserait en espérance de vie. On rebaisse aussi en taux de natalité parce qu'on ne veut plus faire d'enfants. Ou voilà, il y a la théorie de la transformation des sexes, donc toute cette théorie qui nous dit on transforme les sexes de nos enfants pour plus qu'ils se reproduisent, ou la non-sexualisation. Bon, c'est quand même assez dingue, mais voilà, j'en parle. Et dans les deux cas, dans tous les cas, parce qu'il n'y en a pas que deux, dans tous les cas, ce serait un appauvrissement en fait de notre race humaine qui va finir par mourir par elle-même et qui sera remplacée par quelque chose d'autre. Dans tous les cas, c'est de se dire que on aimerait donner une chance à un scénario où l'humain est conscient de son rôle, est conscient bien sûr de sa capacité à décider, et conscient de le rôle qu'il peut jouer dans cette transformation en prenant la main de la Terre qui nous est tendue en ce moment. Je ris parce qu'il y a un magnifique, je ne sais pas si c'est une libellule ou papillon, avec 4 ailes noires qui vient de passer, c'était trop beau. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai fait Manuiti dans la profondeur. Waouh! Et je pensais qu'on allait parler du Pono, mais non, pas du tout, c'est une vidéo d'introduction à Manuiti. Et c'est amener une vision, en tout cas amener un élément concret. Je ne suis pas la seule, on est plusieurs à faire des écoles, plusieurs à faire des... je pense qu'on a vraiment besoin d'être nombreux, chacun à sa place. En tout cas, voilà, Manuiti, c'est des pratiques d'harmonisation pour participer à une véritable création de l'humanité telle qu'on... Alors j'ai envie de dire on aurait envie de l'être, parce que je suis persuadée que c'est un nous collectif qui murmure cette vision et qui permet un retour très fort et très sensible à l'humain, dans ce que ça veut vraiment dire être humain, l'humanité. J'ai envie de roter, donc ce qui dit quelque chose de juste. Voilà, j'essaye de roter de manière élégante, parce que cette vidéo va être publiée. Et je vais terminer parce qu'on me le montre. Alors il y a eu aussi Weber, un bouquin qui parle de chats et la victoire des rats dans son bouquin. Bon, c'est aussi la planète des singes. C'est tous ces discours comme ça qui nous parlent de destruction. Est-ce qu'on a l'intelligence de continuer plutôt que de détruire? C'est intéressant ça. Je voulais juste donc terminer. Ils disent oublie pas, parce que dès qu'il s'agit de recentrer sur une anecdote personnelle très forte, parce que parler des anecdotes ça va, mais là celle-ci elle est un peu dure à lâcher. Mais je vais le raconter, et c'est vrai que cette certification Manuiti arrive aussi à ce moment-là pour ça. Quand j'avais 19 ans, alors moi j'ai une histoire douloureuse avec ma mère, une relation, je viens d'une famille dysfonctionnelle, qu'on soit clair. Ça a été plus dur avec ma mère et plus souterrain avec mon père, on va dire. Les deux ont fait de leur mieux, et les deux sont dans l'amour. Néanmoins, quand j'avais 19 ans ou 20 ans, je ne sais plus exactement, je voulais vraiment écrire un livre pour l'anniversaire de ma mère. Et j'ai eu cette vision. Alors là, pour le coup, c'est pas un rêve, c'est vraiment une vision. Peu après avoir vu Le Seigneur des Anneaux, qui m'a quand même un peu ennuyée, soyons clairs, je trouvais ça long. Pareil quand je l'ai lu, c'est long au début. Mais le point de départ, c'est je trouvais qu'il y avait beaucoup d'hommes là-dedans. Je me disais, mais pourquoi il n'y a pas de femmes, quoi? Puis les femmes, quand elles sont là-dedans, c'est la nana qui attend, quoi, Aragorn. Alors bien sûr, il y a les fées qui ont quand même un pouvoir. Et il y a les mecs qui ont les cheveux longs. En gros, c'est un peu la perception que j'avais. Bon, j'étais jeune, je ne comprenais pas tout. Mais je trouvais que ça manquait de féminin, guerrier, ça manquait de prise de pouvoir par le féminin. Et d'un récit où il y avait véritablement une héroïne qui était la reine et qui était celle qui délivrait et qui tenait le secret, notamment, là c'est Frodon, Frodon, le secret en tant que porteur unique de l'anneau. Et c'est pareil, c'est que des mecs, quoi.
Et j'ai eu cette pulsion de me dire, mais ce serait bien d'écrire un récit pour une femme. Et j'ai eu cette vision d'une jeune femme qui vivait dans une terre où les eaux avaient monté. Je pense que Waterworld n'était pas encore sorti, de Kevin Costner. Et il restait très peu de terre, et cette terre ressemblait beaucoup, dans le Nil, au Liban, Israël, Jordanie. Mais j'ai décidé, et ça c'était vraiment un acte fort, de me dire que ça sera la dimension de la France. Déjà à l'époque c'était marqué, parce que la France détient une énergie particulière pour l'humanité en devenir. Ça aussi c'était très marqué. Et donc c'était une jeune femme qui grandissait dans un petit bled, inspiré de mon propre bled, au Maroc pour le coup, et qui rêvait de rejoindre une grande université, et une université composée de 10 grandes factions. Je dis pas tout. Et ces grandes, bah oui, merci le petit papillon. Ces grandes factions enseignaient les pouvoirs magiques de la Terre, de manière très sacrée, secrète et par initiation. Et une initiation qui durait longtemps. Donc chacun portait des couleurs de costumes. Il y avait des étages dans l'université qui symbolisaient les étages de l'initiation. Et il y avait déjà la thématique de l'eau qui facilitait l'initiation. Et cette terre avait vécu cette apocalypse, cette destruction, à cause de l'homme et de la télévision à l'époque. Donc les réseaux informatiques et l'ultra virtualisation, parce que pour moi c'est comme ça que je le voyais, de nos vies à travers la télé, les écrans, quoi. C'était en 1999. Et j'avais appelé notamment les robots, cette mise en possession, les 5G. Donc c'était assez visionnaire. Je l'ai repris à 30 ans, et là je l'ai mis à la sauce eau. Donc les 10 factions qui au début, dans mon premier récit, n'étaient pas liées complètement à l'eau, sont devenues toutes liées à l'eau. Et c'est devenu Emma Blue, qui est un récit fantastique. Et en fait, ce que je retiens de cette vision aujourd'hui quand je relis mes premiers écrits, c'est cette idée d'une communauté qui qui est obligée de vivre en communication avec la Terre, parce que c'est la Terre qui est devenue le grand recteur et qui décide de redonner des terres arables, notamment à la population, et de redonner des outils pour faire des œuvres d'art, parce qu'il y avait déjà ça, en fonction de son éthique et de sa pratique vivante. À l'époque, c'était pas énergétique, mais maintenant c'est devenu une pratique énergétique. Notre amie libellule, donc c'est une libellule, elle est magnifique, elle vient de se poser juste à côté de moi. Donc elle a 4 ailes noires avec en fait un reflet turquoise qui est magnifique. Voilà, bon, je vous laisse sur ça. On va rentrer maintenant dans l'enseignement numéro 1 du Manu Iti, le Pono.